Merci à vous tous d'être là. Oui, donc on a été bousculé ces derniers temps par une actualité qui décidément ne cesse de s'accélérer en Grèce et on se demande parfois jusqu'où on ira. Justement, c'est très intéressant, notamment pour les plus utopistes parmi nous, qui visent l'horizon le plus lointain possible vers une liberté toujours plus vraie, une égalité toujours plus réelle et une fraternité qui puisse tendre vers l'universel. En l'occurrence, aujourd'hui, en Grèce, se déroulent des événements dont vous n'avez un écho pour l'essentiel que par la désinformation, une désinformation vis-à-vis de laquelle on s'organise de plus en plus pour essayer de contre-informer. Voilà pourquoi nous avons pensé, en nombre avec les économistes, que la priorité aujourd'hui c'était l'actualité. D'autant plus que, comme tu l'as très bien dit par ton lapsus adorable, c'est que nous ne sommes pas avec Maud, qui m'aide beaucoup dans ses projets, ainsi que d'autres camarades et compagnons. Nous ne sommes pas des grands cinéastes, spécialistes de la chose. Nous sommes en action sur le terrain, en témoignage participatif par rapport à des événements que nous vivons depuis le 6 décembre 2008 en Grèce. On pourra y revenir si vous voulez. À travers en plus la diversité des mouvements, puisque nous fréquentons à la fois les mouvements les plus radicaux, libertaires, objecteurs de croissance, écologistes, anti-autoritaires, mais aussi révolutionnaires, mais aussi les portes du Parlement, que nous connaissons bien, et du gouvernement, ainsi que donc des personnes qui ont travaillé avec ces derniers ces temps-ci, qui sont toujours sur place, notamment pour faire l'audit de la dette, par exemple, pour citer Eric Toussaint. Voilà, donc nous sommes un peu un pied de chaque côté, un pied dans le pragmatisme, un pied dans l'utopisme, même si les deux nous sont absolument nécessaires. Ça, c'est notre point de vue. On pourra en parler si vous voulez pour comprendre aussi ce qui se déroule là-bas. Par rapport au rendez-vous, nous avions pensé, et je voudrais savoir ce que vous en pensez vous aussi, que le plus opportun serait de vous montrer quelques images du film, mais au sens de la situation, hein, pour essayer de comprendre, pour essayer de planter le décor et se mettre à niveau les uns les autres en termes d'information, et aussi en termes d'ambiance, parce que si on pense également avec le cœur dans cette affaire comme dans d'autres. Et ensuite, je vous propose de faire un exposé qui sera relativement bref, de façon à laisser toute la place aux questions, ainsi qu'au débat, pourquoi pas. Aux questions, pourquoi? Parce que justement, je crois que, et j'ai pu vérifier même avant que ça commence, que beaucoup d'entre vous avaient des questions sur ce qui se déroule et sur l'authenticité aussi des éléments qui sont à votre disposition. Donc je pense pouvoir être utile à cela. Je viens de rentrer d'Athènes il y a peu de temps et j'y retourne demain matin. Je vais rouler toute la nuit à nouveau pour rejoindre la ville de laquelle je partirai demain. Donc je voulais vous dire, mais je n'en tire aucun besoin de reconnaissance, qu'on a attendu notre départ à nouveau vers Athènes pour être là ce soir, parce qu'on s'était engagé à ce rendez-vous, bien que nous savions depuis une semaine qu'il y avait le référendum dans 2 jours, et qu'on avait besoin aussi de nous sur place. Voilà. Mais on a l'impression, on est d'avis que cette contre-information est également nécessaire, et que puisque ce qui se passe en Grèce ne concerne pas que les Grecs, que ce qui se joue là-bas nous concerne tous, et d'ailleurs ces derniers temps, ces derniers jours, depuis hier et avant-hier en particulier, a pris une dimension non plus seulement d'une ligne de front en Europe, mais aussi dans le monde. Par conséquent, il est très important aussi d'apporter une parole différente à l'extérieur de la Grèce par rapport aux informations dominantes, et donc de pouvoir en débattre au-delà de l'Agora d'Athènes et de d'autres villes en Grèce. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui parmi vous et à votre disposition pour en discuter. Voilà. Donc, est-ce que ça vous va de faire ainsi? Ouais. Donc, est-ce qu'on est prêt pour la projection? On n'a pas testé. Mais en même temps. Avec quoi? Donc, on raccourcit un petit peu. Est-ce qu'on peut passer... J'aimerais bien quand même si on pouvait passer les 5 minutes que j'avais préparées sur Ne vivons plus comme des esclaves, pour planter le décor un petit peu, pour comprendre un peu d'où vient cette histoire. Voilà, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière avec un extrait de 4 ou 5 minutes, si ça marche. Ça marche pas? Sinon on fait l'inverse, on finit par la vidéo. On a eu un problème d'électricité dans la salle en fait, hein, c'est ça, je crois qu'il faut préciser que c'était bien l'électricité.
Mais sinon, on fait directement... Je vois une question tout de suite. Ça marche. Voilà. Formidable. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est un bref extrait de Ne vivons plus comme des esclaves, film qui a beaucoup tourné dans... Pour l'image déformée. C'est pas grave, c'est bon. Même si les gens déformés, c'est pas grave. Non, je crois que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, ça c'est pour vous planter le décor par rapport aux raisons qui nous ont amenés à cela. Parce que vous aurez bien compris que, et ça je m'adresse en particulier aux camarades en France qui sont dans les luttes, y compris sur le plan électoral, pour vous dire que le produit de la victoire du 25 janvier est le produit de lutte, est le produit d'initiatives très très nombreuses. Et que sans celle-ci, il n'y aurait pas eu cet événement politique et électoral du 25 janvier dernier. Voilà pourquoi je trouve important de planter le décor, si vous voulez, pour vous montrer aussi à quel point ça concerne la France et les Français. Νομίζω ναι, ότι αν ήθελα να πω σε ένα φίλο από τη Γαλλία ή σε ένα φίλο από άλλη χώρα τι θα έπρεπε να προσέξει, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μια ψυχολογική στάση να αρνούμαστε το καινούριο, το δύσκολο, το φοβερό. Αυτό το κάναμε κι εμείς. Δηλαδή, εγώ το έκανα και όλοι οι φίλοι μου το κάνανε και η οικογένειά μου το έκανε και οι φίλοι μου που μετά μείναν χωρίς δουλειά το κάνανε. Δηλαδή, τι κάναμε, δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει έτσι. Δεν πιστεύαμε. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν πιστεύαμε πριν 3 χρόνια ότι θα φτάσουμε εκεί. Ότι θα φτάσουμε να έχουμε μαθητές που να πεινάνε, οικογένειες που να μένουν σε αποθήκες, φίλους που δουλεύανε και τώρα είναι άνεργοι, άνθρωποι που αγοράζουν σπίτια και δεν μπορούν πλέον να τα πληρώσουν προφανώς, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, όχι μόνο, όχι για την τάξη μόνο, που μας πέρασε το μυαλό. Οπότε, εάν θα έλεγα κάτι σε κάποιον φίλο Γάλλο, θα έλεγα ναι, κοίτα, πρόσεξε. Τα πράγματα έρχονται ξαφνικά και είναι θυελλώδη πολλές φορές, όπως εμάς. It's the same old song, never right to know what's wrong. We're standing in St. Agnes Square. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Ελλάδας. The richest stay rich. Each one of us is their bitch. We're standing in St. Agnes Square. Sing for justice and for peace as they knock out our teeth. Standing in St. Agnes Square. Where many men rule the day, the politicians them to pay. Standing in St. Agnes Square. The police and they fly to their abuse. We're open wide. Υπάρχει ανεργία και ξέρουμε ότι δεν θα βρουν δουλειά και πολλοί νέοι αναγκάζονται να φύγουν σε άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας τρώει το μυαλό, μας στεναχωρεί, αλλά έχουμε πάντα την ελπίδα, γι' αυτό ζούμε για το σήμερα και παλεύουμε για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο. Standing in St. Agnes Square. Παρά το δραματικό χαρακτήρα της κρίσης, μας επιτρέπει να δούμε τα προβλήματα τα οποία ανεδύθησαν μέσα από την κρίση και μάλιστα προβλήματα σοβαρά, τα οποία το πέπλο του προηγούμενου, της προηγούμενης περίοδου, προ-κρίσης, επικάλυπτε. Βρισκόμαστε
στην εποχή των νέων επαναστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει. Όπως ακριβώς κανένας Γάλλος την παραμονή της Γαλλικής Επανάστασης δεν φαντάζονταν ότι θα ζήσει χωρίς βασιλιά, αλλά ο σχεδιασμός της Επανάστασης το έκανε πράξη, ούτε βεβαίως κανένας Γάλλος δεν φαντάζονταν ότι την άλλη μέρα θα βρεθεί σε μια κομμούνα του Παρισίου, και αυτό έγινε μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Έτσι, το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης θα είναι αυτό το οποίο θα φανταστούμε μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό που πρέπει ήδη να αρχίσει. Οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής πήραν μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή είναι να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Σας καλούμε να κάνουμε πράξη το κοινό μας σύνθημα «Ne vivons plus comme des esclaves», να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι για το καλό όλων μας. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Ne vivons plus comme des esclaves. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Voilà, ça c'est pour vous planter le décor par rapport aux circonstances qui nous ont amenés où nous sommes. Et précisons quand même que cette présence policière n'est plus du tout la même évidemment. Et la grande différence entre avant le 25 janvier et aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cet harcèlement permanent sur les centres sociaux autogérés, sur les initiatives, les laboratoires d'utopie ici ou là, ou encore sur les magasins et zones de gratuité, magasins gratuits ou zones de gratuité, puisqu'au contraire le gouvernement actuel considère que les zones autogérées sont un moyen de résister à la crise en attendant mieux, à la crise, à cet appauvrissement démesuré qui est soi-disant une crise, mais qui n'a pas pour nous en vérité une crise, de même que pour les Espagnols qui disent que ce n'est pas une crise, c'est une escroquerie, c'est à peu près ce qu'on dit également en Grèce. Voilà, et la bande-annonce maintenant, on va vous montrer également un bout seulement, on fait court à chaque fois, un bout de la bande-annonce du prochain film Je lutte donc je suis, donc dont le tournage se prolonge actuellement un tout petit peu à cause des événements, et donc dont le montage et la finalisation ont été suspendus. C'est pour ça que nous avons annoncé il y a 15 jours, nous avons proposé à Danny Bru et toute l'équipe d'économistes de privilégier l'actualité, et les derniers jours nous ont confirmé cette utilité. Donc je voudrais juste dire avant de lancer qu'il y a exactement une heure, l'AFP vient de trouver la photo du jour, une photo que vous trouverez dans la plupart des journaux demain. Cette photo qui vient de circuler énormément, qui est à la une de l'AFP, c'est la photo d'un retraité qui pleure devant l'entrée d'une banque, et qui a d'un côté un policier qui essaie de le relever, et de l'autre côté le directeur de la banque. Et la légende, c'est un retraité qui pleure à cause du problème de pouvoir accéder à sa retraite, et heureusement qu'il a bénéficié de la générosité du banquier qui a bien voulu lui régler son problème. Donc, alors que, voilà, vous savez le problème qu'on a avec la banque, et vous savez également à quel point des millions de personnes en Grèce souffrent de la misère, de la malnutrition, voire de la sous-nutrition, souffrent également de problèmes de logement et de problèmes de santé aussi, puisqu'il y a 37% des Grecs qui n'ont aucune couverture maladie. Mais non, le problème, c'est d'atteindre ces 120 € ou d'avoir plus que 120 € pour gérer sa semaine dans une circonstance tout à fait exceptionnelle et qui n'est pas due du tout, comme vous l'avez compris, au gouvernement grec. Donc la réalité de la souffrance en Grèce, mais aussi en Espagne, puisque le prochain film parlera également de l'Espagne. Tu voulais... Il fait ça un peu. Δεν γίνεται, παιδάκι μου, μπορείς να το μεταφράσεις εσύ, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και δεν είμαστε πολύ βιαστικά. Μας παίρνουν τη γη μας, μας παίρνουν τα νερά μας, μας πιάνουν τα παιδιά μας και τα κλείνουν στη φυλακή, τους παππούδες, τους αλυσοδένουν,
χτυπάνε τα άγρια πουλιά. Από 70 χρόνια, τώρα που ήρθαν οι Αναζοί, ήρθε τώρα η εταιρεία, η γαλλική εταιρεία, να μας επάρει τη νερά μας και την περιουσία μας. Hoy en España los hombres no tienen vivienda para vivir, no tienen trabajo y tampoco tienen dinero para comer. Somos 150 familias que hemos ocupado vivienda por necesidad, porque no tenemos donde vivir, porque nos han desahuciado, porque no tienen para pagar el alquiler o simplemente no tenían sitio, no tenían casa donde están. Y no podíamos afrontar el pago, y entonces lo vemos en la situación que nos vemos, en esta situación precaria, y como nosotros, pues miles de españoles más. El principio de la vida es la lucha, ¿no? Vivir es luchar. El hecho de que en Grecia hayan hecho tanta poliacendaria, tanta movilización en la calle, realmente eso ha animado a muchos trabajadores y otros muchos lugares de Europa a seguir el mismo camino. Για να αποκτήσεις ελπίδα πρέπει πρώτα να αγωνιστείς. Ο αγώνας φέρνει την ελπίδα. Θα κερδίσουμε, δεν θα μας πάρουν την περιουσία μας. Έλα να πιούμε νερό τώρα. Yo lucho porque creo que la humanidad es capaz de mucho más. La tierra para quien la trabaja. Hoy a las 5:30, Asamblea General en el Sindicato.
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το σχολείο που ονειρευτήκαμε. Το πιο σπουδαίο για μένα είναι το συμβούλιο που γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Συζητάνε τα παιδιά για θέματα που τους απασχολούν. Οι δάσκαλοι συμμετέχουμε όσο συμμετέχουν τα παιδιά με το χέρι σηκωμένο και με ίση ψήφο. Libremente. No es posible vivir satisfaciendo los derechos básicos sin luchar permanentemente. Es decir, sin bregar por obtenerlos y defenderlos, porque están constantemente amenazados. Voilà, on vous montre un extrait pour laisser la place tout à l'heure au débat et pour vous dire aussi que ce qui se passe en Grèce, mais même en Espagne, puisque je suis assez souvent en Catalogne ou en Andalousie, c'est d'abord et avant tout une libération de l'imaginaire. On est plus aliéné que jamais, même si heureusement les choses sont quand même un petit peu moins dures sur certains plans, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'aspect punitif de l'État. Par contre, pour l'instant, en matière sociale et notamment en matière humanitaire, les choses sont quand même très difficiles. Mais néanmoins, dans ce contexte-là, il y a une forme d'émancipation individuelle qui précède l'émancipation sociale et qui se situe d'abord dans l'imaginaire. Une décolonisation de l'imaginaire qui nous permet à nouveau d'envisager des alternatives, de lutter contre cette résignation qui pèse comme une chape de plomb en Europe, et notamment en France, on le sent. Et c'est vrai que c'est un sentiment extrêmement fort. Plus on résiste, plus on y prend goût. Vous n'avez pas trouvé ici ou là, à l'occasion? Eh bien, en Grèce, on est vraiment là-dedans. Pas tout le monde, bien sûr. Il ne faut pas croire que ça concerne tout le monde. Mais ces mouvements sociaux se sont démultipliés ces dernières années, au point que des organisations comme ATTAC, les Amis du Diplôme, les Repères, etc., ont vu leur nombre d'adhérents passer, par exemple, de 30 à 200. Vous imaginez comment il faut contenir, accueillir tout ce monde, et notamment beaucoup de jeunes. Ne croyez pas que dans l'un comme dans l'autre de ces films, il y a un casting particulier. Non, c'est une moyenne d'âge relativement basse, parce que d'abord c'est les premiers touchés par ce qui se passe, c'est-à-dire un chômage officiellement à un peu plus de 60%, mais en réalité à plus de 75%, avec des problèmes de logement immenses, et avec également des problèmes de santé très importants. Donc oui, c'est la clé aujourd'hui, c'est ce qu'on ressent en tout cas le plus profondément, une possibilité, une perspective, une fenêtre qui s'ouvre, parce que justement, elle s'ouvre d'abord dans notre tête. Et pourquoi dis-je cela? Tout simplement parce que peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, nos chaînes, désormais d'esclaves modernes, se situent dans nos têtes. C'est d'abord là, peut-être qu'il faut faire un travail ensemble, commun, politique, citoyen, philosophique, artistique, etc., de toutes les manières possibles pour essayer de s'en libérer. Et c'est justement pour ça que pour nous, ce qui se passe en Grèce est si important en ce moment, même si ça concerne sur le plan politique, évidemment, d'abord et avant tout, la vie des Grecs et des résidents en Grèce. Néanmoins, ça concerne aussi la possibilité de s'émanciper, ne serait-ce que sur ce plan de l'imaginaire, dans tout un continent, et désormais aussi bien au-delà, puisque
vous le savez peut-être, cette semaine, il s'est passé des choses par rapport à la semaine précédente qui font que, comme je disais tout à l'heure, cette ligne de front désormais n'est plus seulement européenne, mais aussi mondiale. Pourquoi dis-je cela? Par exemple, avec l'appel de Yanis Varoufakis aux Nations Unies pour faire valoir l'article 103 de la Charte des Nations Unies, article 103 qui insiste sur le fait que les engagements, les devoirs d'un gouvernement, d'un État vis-à-vis de sa population priment, ceux qui sont prévus par la Charte des Nations Unies justement, priment sur tout autre accord international qui puisse être signé par ailleurs. Donc s'il y a un antagonisme, une contradiction entre l'un et l'autre, c'est la Charte des Nations Unies qui prime. Donc, la sauvegarde des droits humains fondamentaux. Voilà, donc ça fait partie des outils à l'échelle internationale, donc auprès des Nations Unies, donc à New York, et également auprès du FMI à Washington, parce qu'il y a des textes au niveau du FMI qui prévoit une clause qui prévoit que concernant les prêts, quand on n'arrive pas à les payer pour des raisons de difficultés humanitaires, pour des raisons d'incapacité de la population à descendre plus bas dans le seuil de pauvreté pour une grande partie d'entre elles. Par conséquent, on a droit à un retard sans pour autant avoir besoin d'une dérogation. Là aussi, c'est un conflit actuellement en cours d'analyse, d'examen, avec le FMI qui se situe, lui, à Washington. Voilà pourquoi on commence à sortir du cadre européen. On commence à sortir également du cadre européen parce que 2 émissaires des Nations Unies actuellement en Grèce, qui étaient censés manifester une réprobation par rapport aux circonstances de l'organisation du référendum, et bien au contraire, disent au contraire que ce référendum est le bienvenu, qui se déroule dans de très bonnes conditions. Et il y a même eu une interview de l'émissaire uruguayen, le rapporteur uruguayen dans le journal Le Temps, qui n'est pas spécialement un journal de gauche en Suisse, et qui a expliqué cela en insistant sur cet article 3, justement en faisant référence en tout cas plutôt à cet article 3 de la Charte des Nations Unies, qui pose un véritable problème de jurisprudence à l'échelle mondiale sur le rapport entre l'humain et la finance. C'est très très important. Ce qui se passe actuellement, ça pourrait éventuellement faire des petits, au-delà de la question des dominos en Europe, telle qu'elle est posée quelquefois sur le contexte politique, électoral, etc. Et là, ça pose un problème de rapport à l'échelle mondiale entre l'humain et la machine économique, et notamment sa production pseudo de richesse monétaire et financière. Et enfin, un dernier point par rapport au contexte mondial, c'est ces informations qui aujourd'hui circulent à l'échelle mondiale, ces spécialistes, ces journalistes qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui s'intéressent à ce sujet, et ces manifestations de solidarité qui dépassent le cadre européen et qui concernent d'autres régions du monde. Dernier point, je ne voudrais pas l'oublier, celui-là, c'est que cette semaine, depuis lundi, la diplomatie américaine commence à s'impliquer dans ce débat. L'ambassadeur américain a demandé à rencontrer le ministre grec des Affaires étrangères, et par la suite, pas mal de diplomates ont fait partie de délégations pour discuter du contenu et manifester en particulier l'inquiétude des États-Unis par rapport au rapprochement entre la Grèce et ce qu'on appelle les BRICS. Les BRICS, c'est une organisation économique et financière qui a une vocation diplomatique et géopolitique aussi, donc, comme son nom l'indique, du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et South Africa de l'Afrique du Sud. Et en plus de cela, vous savez bien que, bon, évidemment, la Russie et la Chine ne sont pas parmi les amis des États-Unis. En plus de cela, quelques pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient éventuellement. La logique en Grèce, au niveau du Parlement, voilà ce qu'on m'a dit, ne pas mettre les œufs dans le même panier. Ne pas mettre les œufs dans le même panier, c'est-à-dire essayer d'éviter à tout prix une situation de blocage. Si on va plus loin que la situation actuelle, et on ne sait pas jusqu'où on ira, justement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à une renégociation, ou éventuellement à une annulation de la dette à 60%, ou totalement, ou même, et pourquoi pas, jusqu'au Brexit, donc la sortie de la zone euro, quelle que soit l'amplitude des événements à venir, dans tous les cas, il y a une volonté d'éviter toute situation de blocage, car la domination, elle ne s'exerce pas seulement sur le plan monétaire et politique, elle peut s'exercer aussi dans d'autres domaines, au niveau des échanges, et donc
dans les deux domaines les plus importants pour la population grecque, qui sont l'autonomie alimentaire et énergétique, et dans ce domaine-là, la Grèce n'est pas du tout autosuffisante, du moins pour l'instant, il faut faire très attention à diversifier ses sources d'approvisionnement. Voilà pourquoi la situation actuelle en Grèce nous concerne au premier chef et nous concerne également à une échelle mondiale. Alors un dernier petit extrait, on va donner la parole à Éric Toussaint pour finir en 3 minutes, qui va nous dire comment il conçoit la lutte et aussi d'abord pourquoi il est si important d'annuler cette dette grecque. Εμείς Γιάννη δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά... Εμείς Γιάννη δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά έχουμε μια καρδιά λεβέντικη. J'ai donné la mauvaise version en mode, je donnais la version sans la musique. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, on va écouter quand même Eric. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Oui, ben c'est pas grave. C'est pas ça. Tu peux le relever, c'est pas ça. Je suis désolé, c'est pas ça. C'est un montage. Vous découvrez un secret, c'est que Angélique Ionatos sera l'extrait numéro 2 du film. Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'ai transmis un élément de préparation à mode au lieu de lui transmettre. Je peux essayer de le faire par internet. Tu peux essayer par internet? Allez, on essaie par internet pour finir. Bon, désolé, hein. Voilà, dans le prochain extrait, d'ailleurs qui sera mis en ligne demain, vous aurez Angélique Ionatos qui vous racontera une petite blague concernant les circonstances en Grèce aujourd'hui pour nous apporter un peu de légèreté. Voilà. Bon. Je ne sais pas si tu peux y aller. D'accord. Donc, un autre élément très important pour comprendre la situation actuelle, c'est que j'entends dire tout et n'importe quoi concernant les choix et les personnes sur place aujourd'hui. Notamment parce que vous entendez ici ou là des rumeurs de négociations qui se prolongent avec la Troïka, avec des lettres qui s'échangent auprès de Juncker, etc. Parallèlement, vous voyez des positions fortes, et notamment la plus importante d'entre elles ces derniers jours, c'est la décision de lancer un référendum qui a été prise après le Conseil des ministres de vendredi soir dernier. Et du coup, les gens ne savent pas si il faut juger ce type de décision ou parallèlement les négociations, comme par exemple cette relance, enfin ces échanges de courriers qui ont eu lieu cette semaine, mardi par exemple encore. Je dois vous dire que derrière cette stratégie, il y a aussi beaucoup l'influence de Yanis Varoufakis et de sa façon de concevoir, par exemple, son intérêt pour la théorie des jeux, etc. Et par ailleurs, il y a aussi un autre enjeu très important, et là, je tiens vraiment à ce que vous compreniez, mais aussi que vous fassiez preuve de compréhension. Le gouvernement grec est face à une population qui, pour son immense majorité, ne désire pas certains choix qui pour vous semblent évidents et nécessaires. Par exemple, 68% de la population ce matin, le dernier sondage de ce matin, 68% de la population ne veut pas sortir de la zone euro. Elle en a très peur. Par contre, elle est, contrairement à ce qu'on vous raconte, majoritairement pour le non-référendum. Encore ce matin. Les enquêtes qui disent oui sont mises en avant en France en particulier, mais elles sont vraiment ultra minoritaires. Notamment, il y a un comptage de l'université d'Aristote par le département de sciences politiques avec les enseignants et les élèves. Ils ont fait un comptage grâce aux réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes âgées, en Grèce en tout cas, qui sont justement parmi les plus partagées sur la question, mais néanmoins, le résultat, sur 90 000 personnes, 92 000 exactement, donc un échantillon 50 à 100 fois supérieur à celui des sondages habituellement, il y a 67% pour le non. Voilà, pour vous donner une petite idée encore de ce qui vient de sortir hier après-midi.
C'est bon. Donc juste un dernier point là-dessus, pour finir ce propos. Sachez que donc il faut tenir compte de ça. On peut vouloir changer le cours des choses, mais si vraiment on essaie de le faire dans un cadre aussi démocratique que possible, même si avec la démocratie représentative, on est évidemment dans une véritable problématique, une tension, voire un oxymore, mais peu importe, on essaie quand même d'avancer en chemin, d'avancer vers l'utopie avec les moyens dont on dispose au présent. Et dans ce contexte, évidemment, le gouvernement, pour ne pas sauter, tout simplement, pour ne pas sauter, et aussi par respect de sa population, doit tenir compte aussi de ce paramètre. Et cette semaine, la désinformation en Grèce, qui est très importante, à part sur la chaîne de télévision publique ERT, qui a repris sa place à la place de Nérite, et qui était jusque-là pendant 2 ans autogérée, depuis le juin 2013, à part sur cette chaîne de télévision et dans certains journaux, comme le journal des rédacteurs, pour l'essentiel dans les médias privés, qui sont de véritables médias berlusconiens, il y a une propagande terrible. C'est ce que vous voyez vous en France, ce que vous lisez vous en France, ce que vous entendez vous en France, c'est plutôt gentil par rapport à ce qu'on peut entendre ici et là en Grèce. Je vous assure. Et surtout, le piège aujourd'hui en Grèce, c'est que la question a été biaisée. Les gens qui font campagne pour le oui, et en particulier la droite grecque, fait campagne pour le oui à l'Europe. Le credo, c'est oui à l'Europe. Sous-entendu, aujourd'hui, le gouvernement fera un référendum en appelant à voter non, donc non à l'Europe. Donc à voter contre l'Europe, pour la sortie de l'Europe, au moins de la zone euro, ce qui n'est pas exactement ce qui est dit par le gouvernement, hein, vous l'avez bien compris. Donc il y a un bras de fer sur ce plan-là, une manipulation très importante, et le risque, du moins le risque de dimanche, le risque de ces dernières heures, c'est cette confusion très importante qui est entretenue volontairement dans ces médias dominants et qui conduit le gouvernement à manifester, du moins cette semaine c'était le but, mardi et mercredi, à montrer que des négociations sont encore en cours, des essais de négociation, et c'est pour ça qu'il y a des effets d'annonce sur le fait qu'il y aura encore peut-être des négociations dès lundi, hein, c'est même pas peut-être, c'est annoncé comme tel, de façon à contrer cette désinformation dont je vous parle. Voilà. Donc même si pour vous, vu de loin, ça peut vous sembler choquant, hein, et ça peut vous sembler être un double discours, sur place, on voit très bien la raison du problème, et quand on discute dans les couloirs du Parlement, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le préciser parce que je sais que ça déstabilise certains. Alors après, Tsipras, ange ou démon, je vais vous dire une chose. La semaine dernière, mardi, il y a eu une levée de bouclier de l'aile gauche de Syriza qui a un peu poussé. Il y a une levée de bouclier aussi du mouvement social qui s'est levé, qui s'est rassemblé, qui s'est manifesté, y compris des gens un peu partout, qui n'étaient pas forcément très engagés, pour dire attention, où vous allez, sous la pression de la Troïka, où est-ce que vous allez dans ces négociations? Et finalement, durant la nuit de mardi à mercredi, durant laquelle les téléphones, les mails, les forums ont chauffé énormément, et grâce notamment à un appel de Stathis Kouvelakis, un philosophe, professeur de philosophie politique et membre du comité central de Syriza, qui est très influent dans la gauche de Syriza, qui a fait un appel depuis Londres. Ce n'était pas le 18 juin, c'était le 23 juin. Il a été très entendu cet appel. Il a même fait une vidéo que vous pouvez trouver sur le site de l'UMA, entre autres, et sur beaucoup de sites grecs, c'est une vidéo franco-grecque, et donc appelant à mettre la pression gentiment sur le gouvernement, et que le gouvernement se rappelle quand même certains de ses engagements fondamentaux. Dès le lendemain, Tsipras a retiré les retraites des négociations et a remis la dette au cœur du débat, la restructuration de la dette y compris, et surtout des prêts qui ne conduisent pas simplement au remboursement des créanciers, mais qui permettent également l'investissement en Grèce, ainsi qu'une réponse sociale aux problèmes profonds, et notamment humanitaires. Sachez qu'en Grèce, il y a 300 000 personnes qui sont en danger de mort, 300 000 exactement, et qui ont reçu pour l'instant 200 millions d'euros, 300 000 personnes déjà, et une aide concrète au niveau de l'eau et de l'accès à l'électricité, soit gratuite, soit à prix symbolique, ainsi qu'une aide médicale d'urgence pour ces gens qui, pour la majorité, n'y avaient plus droit, puisque le gouvernement précédent avait supprimé l'aide médicale à tous les chômeurs de plus d'1 an. Voilà. Au moment où les gens en ont plus besoin, ils sont de plus en plus précarité, ils n'avaient plus d'aide médicale.
Voilà pour vous situer le contexte. Comprenez donc cette stratégie aussi de cet angle-là, même si on n'y adhère pas forcément les uns ou les autres. Ce que je vous dis, je n'y adhère pas forcément exactement dans la forme. Pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être que j'ai des idées un peu plus radicales, mais je tiens à vous expliquer quand même le motif profond de cette stratégie par rapport à la population grecque, par rapport à une attente, par rapport à un contexte et aussi par rapport à une volonté politique qui n'est pas, pour l'instant en Grèce, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, en s'excitant un peu, qui n'est pas, en tout cas au niveau de la population pour l'instant, et les choses peuvent évoluer très vite, de sortir de la zone euro. Alors maintenant, donc Éric Toussaint qui nous dit en 3 minutes ce qu'il pense de la lutte et de l'annulation de la dette. Tout à fait clair. Toutes les dettes réclamées par la Troïka sont illégitimes, illégales, insoutenables et odieuses. Ce n'est pas une partie d'entre elles, c'est toutes. Parce que tous les prêts octroyés par la Troïka, ça représente plus de 80% de la dette grecque, l'ont été à des conditions qui violent de manière absolument explicite toute une série de conventions internationales protégeant les droits de la population. Donc on ne peut pas dire une dette est à moitié illégitime si elle est entièrement. La dette n'est pas à moitié illégale, elle est illégale. Face à un crime, on ne peut pas dire que c'est un demi-crime. Un crime a été commis, des délits, des violations de droits humains fondamentaux, et ça doit entraîner des conséquences fortes. Il faut inverser la situation en renvoyant comme un boomerang la question de la dette au visage des créanciers. Pour vivre sa vie, pour être quelque chose au sens profond du thème, il faut absolument agir pour changer. Donc il faut lutter. Αγωνίζουμε, άρα υπάρχουν. Lucho, luego existo. Σε lutte, donc je suis. Αγωνίζομαι, άρα υπάρχουν. Il y a quelques jours, j'étais dans le métro et il y avait un obstacle imprévu, j'ai trébuché et une personne est venue, faites bien attention à vous, on a besoin de vous. Et donc ça m'a donné beaucoup de punch pour continuer. Alors, pour commenter ce dernier extrait, donc on s'arrêtera là, c'est juste vous dire que c'est impressionnant d'accompagner Eric dans le centre d'Athènes. Les Grecs savent qui il est, ils le regardent tous, ils font tous attention, ce qu'il dit là, c'est avec une très grande humilité. C'est quelqu'un qui est extrêmement important, ainsi que Yorgos Mitrailas, qui l'accompagne souvent, qui s'occupe du CADTM pour la Grèce, qui font un travail tous les deux et avec d'autres extraordinaires. En tout, la commission sur pour l'audit de la Grèce, de la dette, comporte 30 membres qui se réunissent parfois dans un hôtel, l'hôtel président à Athènes. Mais le reste du temps, Éric Toussaint a trouvé quelqu'un pour lui prêter modestement un 18 mètres carrés dans lequel il vit, avec sa petite retraite. Il n'a rien voulu, il n'a rien voulu. Il est entièrement bénévole pour faire ce qu'il fait. Ceux qui sont membres de la commission, ils ont juste leurs frais, quoi. Et pour le reste, quoi, cette action qui est menée, et cette influence très importante, notamment ce que je viens de vous dire tout à l'heure par rapport à cette stratégie, par exemple, de Varoufakis vis-à-vis de Lagarde au FMI, avec ces deux outils que sont la clause qui a rarement été utilisée à l'intérieur du FMI pour des emprunteurs. Elle a été utilisée par 2 emprunteurs la même année, en 1982,
par le Nicaragua et par la Guyana. Voilà. En 1982 uniquement, et donc parce que tout simplement il n'y a pas forcément la volonté politique, hein. Beaucoup de pays savent qu'ils peuvent utiliser cette clause mais ne le font pas, et la Grèce a décidé de la faire valoir, de même que donc elle va essayer de créer un précédent avec cet article 103 de la Charte des Nations Unies que je vous invite à aller redécouvrir après ce rendez-vous, ou plutôt après le rassemblement de ce soir qui va suivre ce rendez-vous, ce rassemblement qu'on va faire place de la mairie tout à l'heure. Voilà. Je vais dire encore juste quelques mots avant de passer au débat pour laisser toute la place au débat. Et juste vous préciser qu'il faut bien comprendre qu'en Grèce aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément exactement de l'avis, comme je viens de le dire, ne serait-ce que pour l'aile gauche et l'aile plus modérée de Syriza. Tout le monde n'est pas forcément du même avis sur toutes les questions qui concernent les choix politiques, les lois, les choix économiques, écologiques et sociaux. Néanmoins, une convergence de lutte est quand même dans l'ensemble en train de se mettre en place et de se développer depuis quelques années et surtout depuis quelques mois, et qui nous incite à mieux mettre en perspective la différence et la nécessité de mettre en adéquation notre utopisme et notre pragmatisme. Notre désir profond de changement, le plus radical qui soit, hein, pourquoi pas viser la démocratie directe, pourquoi pas viser l'égalité réelle, pourquoi pas viser des libertés comme on n'ose même pas les imaginer, hein, et beaucoup d'autres choses encore, et en même temps tenir compte du monde tel qu'il est, tenir compte des moyens dont nous disposons, sans essayer de raser gratis dès demain matin. Parce qu'il ne suffit pas de renverser le pouvoir, de le prendre ou le détruire, peu importe, selon les cultures politiques, pour changer les choses. Les contre-révolutions ont marqué très souvent l'histoire de celle-ci, des révolutions. Par les armes, bien souvent, hein, notamment évidemment on pense par exemple à la Commune de Paris. Il était très facile pour les Versaillais de rassembler énormément de troupes en faisant croire tout et n'importe quoi sur les communards, ou encore le 1er juin 68 rassembler des gens à Paris sur les Champs-Élysées, puis les envoyer aux urnes aussi vite pour dissiper le malaise du printemps 68. Ces deux formes de contre-révolution, par les armes ou par les urnes, sont liées au fait qu'il ne suffit pas de renverser le pouvoir, aussi faut-il renverser l'imaginaire social. Et cet imaginaire social ne se renverse qu'au moyen de la découverte progressive de nos capacités à vivre autrement, à retrouver notre foi en l'humain, à notre capacité à une société différente, basée sur d'autres valeurs, priorisant ce qu'il y a de meilleur en nous, et essayant de mettre en place ce pari, plutôt que de jouer petit bras, la sécurité pour ainsi dire, et de croire en tout et pour tout que l'homme est un loup pour l'homme. Cette volonté politique, elle passe d'abord et avant tout par une volonté individuelle de chacun, même si la lutte nécessite, d'après nous, pour l'immense majorité des Grecs, parce qu'on me pose souvent la question, à la fois de travailler sur soi, mais aussi de travailler sur le monde. On pense que cette fameuse et belle devise d'ailleurs, hein, qui dit qu'on pourrait se suffire de se transformer soi-même pour changer le monde, ne nous semble pas suffisante. De même que croire qu'il suffirait de s'organiser pour lutter et renverser le pouvoir ne nous semble pas suffisant non plus. Il nous semble nécessaire de travailler sur les deux plans à la fois et d'essayer de réunir, de rassembler ces convictions trop souvent opposées que sont, d'une certaine façon, on dira, la radicalité utopique et le pragmatisme pas à pas dans les avancées aussi importantes que possible. Pour bien avancer, même pas à pas, on a besoin de regarder l'horizon et ses pieds à la fois, les deux à la fois. De même que quand on roule en véhicule, c'est embêtant de faire référence à la voiture ici, mais on a besoin du rétroviseur et on a besoin du pare-brise, on a besoin des deux. Et je crois qu'il est très important d'insister là-dessus. En Grèce aujourd'hui, on essaie d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà, je vous propose maintenant, si vous voulez, de discuter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions, et de plutôt fonctionner comme ça pour aujourd'hui.